Bonsoir et bienvenue dans cette émission Parlons Nutrition, réalisée par le Serin, le Centre de recherche et d'information nutritionnelle, le département santé de l'interprofession du lait. Alors son thème, les régimes d'exclusion info ou intox. Sans gluten, sans lactose ou encore sans sucre, les régimes d'exclusion sont tendance, ils font la une des magazines féminins, les rayons des supermarchés regorgent de produits sans gluten. Au-delà des vrais allergiques, beaucoup de nos concitoyens adoptent un régime d'éviction. Alors avec nos experts, nous allons faire un focus sur deux régimes d'exclusion, le sans gluten et le sans lait, pour essayer de comprendre le phénomène sociologique, pourquoi fait-on la chasse à certains aliments. Nous allons ensuite faire un état des lieux scientifique. Ces régimes alimentaires présentent-ils des dangers? Et enfin, nous essaierons de vous donner des outils pour répondre aux interrogations et aux craintes de vos patients. Le lactose, je pense, fait partie de ces éléments qui créent chez moi une réaction allergique. J'ai mal au ventre, ça me déclenche des douleurs abdominales, donc je n'en prends pas. C'est-à-dire que le lait, c'est important d'en consommer quand on est enfant, quand on est en pleine croissance, mais quand on est grand, le lait, on n'en a plus besoin. On n'a pas les enzymes pour digérer les produits laitiers. Il n'y a que l'enfant qui boit du lait et qui a ces enzymes-là. Moi, j'en consomme tous les jours du lait, tous les matins. Je regarde pas du tout les étiquettes. Je consomme ce dont j'ai envie. Ça nous reste sur l'estomac toute la journée et que ça fait une belle pâte dans l'estomac et c'est pas bon. Je suis parti voir un médecin et qui m'a dit que j'étais allergique au gluten, pour commencer. Et de surcroît que j'avais certaines graisses dans le sang qui étaient importantes et que j'ai éliminées grâce justement à l'élimination totale des produits laitiers, du pain sans gluten, etc. Le gluten, non, je fais pas du tout attention. Le pain, j'en mange, les pâtes aussi. Et j'ai même le sentiment qu'il m'en faut. Pour moi, c'est important d'avoir du gluten dans mes produits laitiers le matin, puisque c'est le seul repas que j'ai le temps de bien manger, de prendre le temps de manger le matin. Je ne suis pas sensible à la mode du sans gluten, ou du sans produits laitiers. Le fromage, je le garde parce que c'est le plaisir du vin charcuterie fromage à la française. Voilà. Alors sans plus attendre, je vous présente nos trois invités. Le professeur Jean-Michel Le Cerf, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur à Lille. Olivier Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien au Québec et auteur du blog Le Pharmacien. Et Gérald Bronner, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue. Alors, nous sommes installés pour une bonne heure, autant qu'un espace de coworking à Paris, mais à portée de clic, vous pouvez tout à fait réagir, nous poser des questions sur Twitter avec le hashtag SerinLive. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, quand même une réaction un peu à chacun d'entre vous. Professeur Le Cerf, peut-être pour commencer, à ce micro-trottoir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait un peu hérisser le poil, si je puis dire ? Oui, sûrement. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu contradictoires, hein, des personnes qui confondent allergie, intolérance. Voilà, donc bon, il y a sans doute une petite part de vérité, hein, toujours. Et puis, il faut respecter ce que les gens disent. S'ils sentent des choses, on les entend. Ouais, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'idées fausses. D'accord. Olivier Bernard, une réaction à ce micro-trottoir? J'ai beaucoup aimé le monsieur qui parlait du gluten dans ses produits laitiers. J'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens se fient beaucoup à leur intuition, à leurs impressions, pour dicter qu'est-ce que leur alimentation va être. Il y a du bon là-dedans, hein, parce que les gens, c'est vrai qu'ils connaissent leur corps. Mais il faut être capable de distinguer qu'est-ce qui est l'anecdote et puis qu'est-ce qui est un diagnostic médical, parce que ça a une importance sur la vie, toute notre vie au complet. Et vous, Gérald Bronner, ça vous inspire quoi, ces petites réactions? Un micro-trottoir n'est jamais représentatif de la vie de la population, bien entendu. Mais là, on a quand même l'impression qu'il y a une surreprésentation des gens qui se déclarent intolérants ou allergiques au gluten ou au lait. Donc c'est déjà un premier indice intéressant. Oui. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Gérald Bronner, vous êtes donc sociologue, je le disais, auteur de La démocratie des crédules, paru aux presses universitaires de France. Alors donc, pourquoi, à votre avis, là on a vu, vous dites qu'il y a une surreprésentation, mais quand même, est-ce qu'il y a un engouement et pourquoi, à votre avis, il y a un engouement pour ces régimes d'exclusion et notamment le sans gluten? Si par engouement, vous voulez dire surgissement dans l'espace public d'une considération alimentaire qui n'était pas très présente auparavant, incontestablement. Un des symptômes les plus tangibles, c'est celui que vous avez donné dans votre introduction, c'est-à-dire le surgissement dans nos supermarchés d'une proposition de produits sans gluten qui n'existait pas auparavant et qui prend maintenant, il suffit de voir les rayonnages, un certain espace.
Alors comment expliquer ce succès? Il y a bien des façons, mais peut-être la façon la plus intéressante, c'est de se demander pourquoi les gens qui essayent, qui tentent le coup, eh bien pourquoi ils ont le sentiment que ça marche dans un certain nombre de cas. C'est ça le mystère, parce qu'évidemment quand vous avez un peu mal au ventre, vous digérez pas toujours bien, etc., vous vous dites après tout pourquoi pas. J'ai entendu parler de cette histoire d'intolérance au lait, d'intolérance au gluten, ou à ce que vous voulez d'ailleurs, et pourquoi ne serais-je pas moi-même le sujet de cette intolérance-là? Et vous faites un petit test sur vous-même, et dans certains cas vous avez l'impression que ça marche. Donc les gens ne sont pas stupides, ils ont l'impression simplement, dans leur expérience, qu'il y a quelque chose qui se produit. Ils connaissent leur corps, comme a dit Olivier Bernard, et une fois que cette impression s'est en quelque sorte enracinée dans votre vie quotidienne, il est très difficile avec un discours rationnel de faire reculer cette croyance. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont cette impression? C'est la vraie question. Il y a un effet que dans le monde de la médecine on connaît bien, qui est l'effet placebo, puis à l'inverse il y a aussi l'effet nocebo, c'est-à-dire l'impression d'effets négatifs en raison de la croyance que ces effets négatifs vont se produire. Pour vous faire comprendre, à ceux qui nous écoutent les processus psychosociologiques qui sont à l'œuvre, je comparerai avec les résultats que j'avais obtenus avec des étudiants, une étude que j'avais faite avec des étudiants de la Sorbonne à l'époque, qui était sur un sujet qui peut sembler très différent, mais en fait, ça se ressemble d'une certaine façon. Il s'agissait de voir, de tester la croyance à la voyance. On avait pris 2 échantillons, un échantillon de gens qui croyaient beaucoup à la voyance et un autre échantillon de gens qui croyaient moyennement à la voyance. Et on leur avait fait des prédictions avec une voyante personnalisée, et on leur demandait semaine par semaine si ces prédictions, elles s'étaient révélées être vraies dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel ou amoureux. Et on voyait une nette différence entre ceux qui croyaient beaucoup à la voyance et ceux qui y croyaient que moyennement. Évidemment, ceux qui y croyaient beaucoup voyaient ces prédictions beaucoup plus confirmées que les autres. Mais ceux qui ne le savaient pas, la ruse de l'expérimentateur, c'est que la prévision, en fait, c'est moi qui l'avais faite en découpant des éléments d'astrologie dans un magazine de télévision, et que c'était la même pour tous. Donc vous voyez que quand vous êtes armé d'une croyance préalablement et que vous cherchez dans votre vie, dans votre impression, vous allez avoir 1000 signes qui vont confirmer votre croyance préalable. D'accord. Olivier Bernard, donc je rappelle que vous êtes pharmacien au Québec et vous êtes auteur notamment du pharmacien différencier le vrai du n'importe quoi en santé. Alors vous, outre-Atlantique, vous avez un peu une longueur d'avance souvent sur les régimes un peu bizarroïdes, on va dire. Ils existent depuis quand chez vous, outre-Atlantique, et est-ce que vous avez que du sans gluten ou du sans lactose ou du sans je ne sais quoi? En fait, depuis quand ça existe, c'est un phénomène que je dirais qui est assez récent quand même. Donc, c'est depuis quelques années, ou du moins, ça s'est beaucoup accentué dans les dernières années. Donc, évidemment, le lait, c'en est un, le gluten, c'en est un. On entend toutes sortes d'autres régimes aussi. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils vont passer 1 mois sans sucre. Par exemple. Donc là, on n'est pas sûr, est-ce qu'il parle des glucides, est-ce qu'il parle le sucre ajouté dans les aliments, est-ce qu'il parle de produits transformés? On a le régime hypotoxique aussi qui est supposé nettoyer nos cellules, des toxines qui s'accumulent, des diètes comme la diète paléo. Mais souvent, les gens, on se rend compte que quand on les questionne un peu, en posant quelques questions, ils n'ont pas vraiment une grande connaissance de qu'est-ce qui est en dessous de ces régimes-là. Mais est-ce qu'ils ont peur finalement peut-être, ou est-ce que c'est un rejet d'une forme d'industrialisation de notre mode alimentaire? Est-ce que ça peut être le signe de ça, à votre avis? À mon avis, oui. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes que les gens ont qui sont tout à fait légitimes. Certaines choses qu'on sait dans l'industrie alimentaire qui doivent définitivement être améliorées. Donc il y a une forme de méfiance que les gens ont, mais qui commencent à un moment donné à cibler toutes sortes de choses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Alors vous, Jean-Michel Lecerf, donc je répète, vous êtes chef du service de nutrition à l'Institut Pasteur à Lille, auteur notamment de « À chacun son poids, la santé avant tout » paru aux éditions Odile Jacob. Alors vous, selon vous, d'où viennent ces peurs alimentaires? Parce que c'est un peu de l'ordre de la peur. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Peut-être quand même il faut souligner que ce sont des peurs qui ne surviennent que dans les pays très avancés, entre guillemets avancés comme le nôtre, où l'abondance alimentaire est devenue quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On est un peu des enfants gâtés, il faut le dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là, et on est devenu un peu difficile. Et toi, qu'est-ce que tu as supprimé? Quoi, tu n'as pas encore supprimé ça? C'est incroyable. Tu devrais, franchement. Donc, on ne voit pas ça apparaître dans d'autres pays. Et ça, c'est la première chose qui me frappe. Deuxièmement, il y a quand même une pléthore d'informations qui sont contradictoires, qui sont aussi animées par des gens qui ont des intentions qui ne sont pas toujours tout à fait justes. Ce qui ne veut pas dire que les gens
gens qui ont des vrais problèmes n'existent pas. Il y a des vrais problèmes. Et en tant que médecin, moi je fais un diagnostic, je ne rejette pas ni les problèmes ni les gens, bien entendu. Mais face à toutes ces informations contradictoires, voilà, qui émanent de gens qui sont pas forcément très, très compétents d'ailleurs. Et puis c'est un peu entretenu, comme le disait Gérald Bronner tout à l'heure en introduction, dans les magasins, il y en a beaucoup. Quand vous voyez dans les magasins sans, alors il y a bien sûr, il y a sans lait, sans lactose, sans gluten, mais on a eu sans palme, sans aspartame, etc., tout ce que vous voulez. Ben, s'il y en a qui le suppriment, c'est que c'est pas bon. Oui, donc je vais tester. Non, mais c'est même pas uniquement ça, c'est que c'est pas bon, puisqu'on le supprime, puisqu'il y a des gens qui le mettent en avant. Ouais. Qui disent « nous, on vend des produits sans ». Donc, c'est pas bon. Est-ce que ça ne peut pas être aussi le signe de… On ne peut pas dire que la science ait fait des miracles en termes de perte de poids, de régime alimentaire. Est-ce que, du coup, on ne s'invente pas des régimes miracles parce que la science n'a pas réussi à nous donner des solutions, finalement? Oui, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une quête indéniable, peut-être aussi un peu de nombrilisme, parfois, pour certains, et puis réellement de l'inquiétude, de l'anxiété. Il y a l'industrie qui est une espèce de flou, parfois considéré avec beaucoup de mépris. Il y a ces objets, comme le disait Claude Fischler, comestibles non identifiés, vous connaissez bien, les OCNI, et donc on nous cache quelque chose. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a tout un ensemble de choses, et puis peut-être, c'est vrai, la médecine est parfois un peu prétentieuse, et donc elle ne répond pas à mes attentes. Enfin, quelqu'un a trouvé, et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu, et sûrement c'est quelqu'un qui… devrait être reconnu, il devrait avoir pignon sur rue. Donc il y a ceux qui vont annoncer ça vont se dire brimés par les scientifiques, les experts, qui sont tous, les experts, c'est connu, incompétents et payés par on ne sait qui. Donc il y a tout un ensemble de faits, et puis après, la rumeur fait son œuvre. Enfin, c'est votre domaine. Exactement, voilà. Pourquoi ces idées fausses, notamment sur l'alimentation, et peut-être spécifiquement sur l'alimentation, se diffusent si vite? Et est-ce que ça a à voir avec un phénomène proche de celui de la rumeur? Oui, tout simplement. Une rumeur, c'est tout simplement une information qui se diffuse, une information douteuse qui se diffuse. Traditionnellement, cette information… elle se diffusait par le bouche à oreille, puisqu'elle n'avait pas accès en quelque sorte aux médias officiels, ou très rarement, il y a quelques contre-exemples. Mais ce qui s'est produit, vous l'aurez remarqué, à la fin des années 90 et au début des années 2000, c'est ce que j'appelle une dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire en fait une zone de porosité entre le marché conventionnel de l'information, qui était… disons, organisé, régulé en quelque sorte par des professionnels de l'information, qui étaient les journalistes, qui étaient les universitaires comme moi, les professeurs de médecine, les responsables d'associations. Enfin, il y a toutes sortes de personnes qui étaient considérées comme légitimes à prendre la parole dans l'espace public. Et alors, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a des aspects très positifs là-dedans, il y a eu une forme de dérégulation du marché qui s'est constituée et qui a permis à certains types d'argumentation qui existent depuis bien longtemps. Il n'y a pas eu besoin d'attendre Internet pour voir ces modes d'argumentation exister. Mais auparavant, ces modes d'argumentation existaient dans des espaces de radicalité. Et cette dérégulation du marché de l'information, elle a permis à ces modes d'argumentation d'essaimer dans l'espace public. On prendrait un seul exemple qui relève de la santé publique, mais pas directement de l'alimentation, mais qui est quand même très inquiétant, qui est l'exemple des vaccins. Exactement, c'est ce que j'allais demander. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce que ça relève exactement du même phénomène de diffusion, j'entends? Il faut faire une étude, bien sûr, spécifique pour chaque produit. Mais globalement, il y a des processus qui se ressemblent. Il faut savoir quand même que des argumentaires anti-vaccins, c'est pratiquement aussi vieux que les vaccins. Vous aviez des groupes qui soient souvent religieux, par exemple, ou même des groupes politiques qui s'opposaient à la question de la vaccination. Et donc ces argumentaires existaient, mais ils n'essaimaient pas dans l'espace public. Et ça, on le voit aujourd'hui même, disons, tout simplement par des sondages. Songez qu'au début des années 2000, il y avait environ 9% des Français qui se méfiaient des vaccins,
qui est déjà tout à fait inquiétant. Et selon les études, on a 20 à 40% des Français aujourd'hui qui se méfient des vaccins, soit 2 à 4 fois plus. Ce qui est considérable si vous supposez que cette croyance va peut-être précéder des abstentions de vaccination. Et peut-être qu'il va y avoir un recul de la couverture vaccinale. Pour des questions comme la rougeole, par exemple, on sait qu'en deçà de 95%, il y a une réapparition. Il y a une réapparition de cette maladie. On l'a vu notamment sur la côte ouest des États-Unis. Et ce qu'il y a de plus surprenant là-dedans, c'est que les populations qui sont touchées avec des cas de rougeole mortels sur la côte ouest des États-Unis ne sont pas forcément des populations qui manquent d'éducation, etc. Au contraire, sont des catégories plutôt supérieures, très éduquées. À tous ces médias sociaux, à tous ces... Et qui, comme il a été dit, essayent de forger en quelque sorte une culture qui se fait souvent contre l'expertise scientifique et médicale. Et si on revient juste 2 minutes sur l'alimentation, est-ce qu'il y a quand même quelque chose autour qui touche particulièrement l'alimentation, de la pensée magique, vous voyez, le lait, c'est que pour ça. Enfin, il y a des choses qui sont un peu ancestrales, voilà, des pensées un petit peu... L'alimentation est évidemment quelque chose qui est particulièrement touché par ces croyances parce que c'est ce qu'il y a de plus intime. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, du monde extérieur et que vous ingérez. Donc il y a des phrases du genre « vous êtes ce que vous mangez », etc. C'est des phrases très, très ambiguës mais qui montrent bien que l'imaginaire de la contamination, de la pollution, de l'empoisonnement même, évidemment, sont connexes au problème de la nourriture. Ce qu'il y a, il me semble, d'assez nouveau, c'est qu'auparavant, c'était des produits assez nouveaux, comme l'aspartame, par exemple, qui constituait une forme d'innovation technologique et qui était ciblée par la méfiance. La nouveauté dans le domaine alimentaire a toujours suscité la méfiance. Je veux dire, la pomme de terre, ou plus récemment, je veux dire, les kebabs, etc. Je ne vais pas raconter ici les histoires qui tournent autour de ces nouvelles formes d'alimentation. Mais ce qui est tout à fait nouveau et d'inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, ces rumeurs alimentaires, elles touchent aussi, pas seulement, mais elles touchent aussi des produits qui étaient, disons, traditionnels dans notre alimentation, comme le lait, en effet, ou le pain. Très bien. Passons, oui, vous voulez ajouter, bien sûr, allez-y. Il y a peut-être aussi ce désir de revenir à une alimentation ancestrale, vous avez parlé paléolithique. Autrefois, c'était mieux, c'était forcément très bien. Et il n'y avait pas l'élevage, il n'y avait pas la culture. En fait, bon, c'est tout à fait faux, bien entendu. L'espérance de vie était sûrement très courte. Et il y a une idéologie quand même derrière, c'est-à-dire rejeter à la fois l'industrialisation et puis rejeter quand même un peu la spécificité de l'homme. On voit très bien pour les produits laitiers, on le voit très bien. Il y a le discours qui fait mouche à tous les coups, c'est il n'y a pas de raison que l'homme soit la seule espèce animale à consommer le lait d'une autre espèce à l'âge adulte. Quand vous dites ça, vous êtes sûr que vous avez tout le monde qui dit « ah oui, c'est vrai ». Mais en réalité, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas plus de sens que de dire l'espèce humaine est la seule à faire des milliers d'autres choses différentes des autres animaux. Et donc, il y a une idéologie très connue qui s'appelle l'idéologie antispéciste, contre la spécificité de l'espèce humaine. Revenons des animaux comme les autres animaux. Nous ne sommes que des animaux. Ça se voit d'ailleurs. Alors, nous avons une petite réaction sur Twitter. On nous dit, voilà, je tiens aussi à signaler qu'il y a beaucoup de spécialistes qui diffusent en fait ce type de régime. Alors, spécialistes en tout genre, quel est votre... Olivier Bernard, vous acquiescez effectivement c'est quelque chose que vous voyez? C'est quelque chose que je vois de plus en plus souvent quand je travaille à la pharmacie. Des fois, donc, des gens viennent, me disent « j'ai cessé, par exemple, le gluten, j'ai cessé tout ce qui contient du lactose ». Puis là, on les questionne, ils me disent « c'est mon médecin qui m'a recommandé de faire ça ». Puis là, en questionnant un peu plus, on se rend compte qu'il n'y a pas de test qui a été fait, il n'y avait pas nécessairement non plus de symptômes qui justifiaient une exclusion complète de ces produits-là. Puis là, on se rend compte que les professionnels de la santé sont vulnérables à ce genre d'informations-là aussi. Et puis, comme les arguments qu'on mentionnait tout à l'heure semblent un peu banals, mais en fait ont énormément de poids, même pour des scientifiques. Alors justement, nous y reviendrons dans la troisième partie de cette émission pour voir comment peuvent réagir les professionnels de santé.